Bon, déjà, je tiens à féliciter les organisateurs pour cette soirée entièrement dédiée au Bitcoin. Bon, ils ont eu la décence de nous séparer un peu du reste avant, donc c'est sympa. Une soirée Bitcoin dans un événement à Paris, c'est rare. On a Biarritz, mais bon, voilà, ça me rappelle un peu le bon vieux temps. Donc, euh, donc, je vais me présenter un peu, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Gilles Cadignan, je suis CEO de Wallet. Euh, un peu d'historique un peu sur qu'est-ce qui m'a amené à créer Wallet, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est comment on peut utiliser Bitcoin pour l'appliquer à la sécurité des données et plus précisément à la confiance numérique. Donc, euh, donc moi, à la base, je suis informaticien. J'ai travaillé dans le web pendant une quinzaine d'années à peu près. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont la même histoire. Je suis tombé sur Bitcoin un jour. Et puis voilà, quoi. Le rabbit hole classique. Et tout de suite, moi et mon cofondateur, on a eu envie de créer quelque chose d'utile pour les gens ou les sociétés en l'occurrence, puisqu'on fait du B2B, avec Bitcoin. Donc le plus évident en fait, c'était du financier. Voilà, Bitcoin c'est de l'argent. Bitcoin ça révolutionne un peu le monde financier. Mais on avait anticipé aussi que ça allait être compliqué. Et ça se vérifie. Aujourd'hui, Bitcoin est tellement disruptif, il change tellement de choses dans le monde financier que on se retrouve à se battre contre des mastodontes, des banques centrales, des États, des banques, pour changer un peu la façon dont on pense l'argent, dont on consomme un peu l'argent. Mais assez rapidement, dans mes diverses recherches, j'étais un grand fan, bon, je suis toujours un peu fan d'Andreas Antonopoulos, même si depuis il a sorti Mastering Ethereum. Et à l'époque, il disait n'investissez pas dans Bitcoin, mais investissez dans le savoir. Bon, il avait un peu tort, il fallait faire les deux. Et du coup, il parlait déjà de la fameuse une de The Economist au départ de la Hype Blockchain en 2015, ouais, la Trust Machine. Parce que Bitcoin, pour être une monnaie, pour être un objet en fait d'échange de valeur, il a dû réinventer en fait la façon dont les gens font confiance au système monétaire. Et en fait, il l'a fait d'une façon radicale puisqu'il a enlevé la confiance de l'équation. Et c'était pas chose aisée. Donc voilà. Donc à l'époque, j'avais déjà entendu parler de ces cas d'usage-là, du fameux hop return, du timestamping. Et du coup, on s'est dit à l'époque, on va aller sur ce cas d'usage-là. Ça a l'air sympa. Et puis, ça a l'air un peu moins compliqué. On va voir par la suite que finalement pas tant que ça, qu'aller disrupter les banques et les banques centrales. Donc voilà, donc ça c'était en 2015. Et donc on a créé Wallet en 2016 et on a commencé à fournir un service que je vais décrire après à partir de 2017, à le vendre en fait et avoir des entreprises qui l'utilisent. Alors l'idée en fait d'utiliser Bitcoin comme source de confiance numérique, elle peut paraître comme ça saugrenue. Mais pourquoi c'est une bonne idée selon moi? Ça part de l'objectif initial de Bitcoin qui est de créer une monnaie. Et pour créer une monnaie, il faut avant tout avoir confiance dans le système monétaire. Et donc, pour faire ça, enfin, le cahier des charges, si vous voulez, de Satoshi Nakamoto, c'était d'éviter tout ce que les initiatives précédentes n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire d'éviter le single point of failure, d'éviter la centralisation. Parce que dans le monde numérique, contrairement au monde physique, échanger de la valeur sans avoir de possibilité de fraude, d'erreur, c'est compliqué.
Dans le monde physique, bon, c'est facile, on a un caillou, un lingot d'or ou une pièce. Bon, quand on le donne à quelqu'un, on l'a plus. Pour savoir qui a quoi, il suffit de compter les pièces, compter les lingots. Dans le monde numérique, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en fait, déplacer quelque chose dans le monde numérique, ça n'existe pas. En fait, c'est toujours de la copie. Donc, il a fallu à Satoshi Nakamoto, il a dû trouver un système qui marche avec les ledgers. Parce qu'en fait, dans le monde numérique, pour gérer l'argent, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un registre. Donc en fait, le registre, il dit quoi? Il liste les transactions, il dit qui a combien et qui éventuellement doit tant à quelqu'un. Et du coup, aujourd'hui, la plupart de notre argent, il est numérique déjà. Donc ça me fait un peu rigoler quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, comme si ce n'était pas déjà le cas en fait. Tout notre argent est numérique. Je crois qu'il y a 90% de l'argent fiat qui est en fait dans des bases de données. Donc on le règle en fait avec un registre qui est souvent centralisé. Et pour en fait avoir confiance dans le système monétaire, il faut avoir confiance dans la personne qui tient le registre. Donc la plupart des gens font confiance aux banques centrales, mais bon, on sent que la confiance ces derniers temps elle commence à s'effriter. Parce qu'on voit que finalement elles sont capables de faire n'importe quoi. Donc l'idée de Satoshi Nakamoto, c'était d'enlever cette variable confiance. Et dans le registre, en fait, on ordonnance les transactions et la notion de temps est très importante. Et si on prend un cas classique, quelqu'un qui a, enfin, il y a un compte en banque par exemple avec 500 €. Il y a deux personnes qui ont deux cartes bleues sur le compte en banque. Il y en a une qui veut faire une transaction de 400, une qui veut faire une transaction de 200. Imaginons que les deux transactions arrivent dans le registre en même temps. En fait, l'organisme central, il doit choisir qui va avoir son paiement refusé, en fait. Enfin, parce que, en fait, l'ordre dans lequel les transactions sont traitées. Et donc, on se repose entièrement sur cet organisme central qui va choisir, en fait, qui va être la source de vérité centrale. Donc, si on enlève tout ça, il faut avoir un moyen d'avoir une référence de temps qui permette, en fait, à tout le monde de maintenir le même registre avec la vérité et enlever le fameux problème de la double dépense. Donc, dans Bitcoin, il y a plein de mécanismes super. Et pour moi, la vraie invention de Bitcoin, elle est surtout là, en fait. Elle est sur le serveur de temps. Déjà, si on regarde le papier de Satoshi Nakamoto, il y a 8 références en bas. Et dans les 8 références, il y en a 3 qui sont sur le timestamping, en fait. Parce que résoudre la réconciliation dans le temps et l'ordonnancement des transactions, c'était pour moi le plus gros problème qu'on a réussi à résoudre. On l'a réussi à résoudre notamment avec ce que Alex présentait avant, la dépense d'énergie et puis l'utilisation de la cryptographie pour la causalité et le fait que, par exemple, en hash, on peut pas... On dépense forcément du temps pour calculer un hash, même si c'est pas beaucoup maintenant avec les machines, mais ça coûte quand même du temps. Et on peut pas, il n'y a pas d'autre moyen dans le Nakamoto consensus que de dépenser du temps de façon probabiliste pour trouver l'annonce et avoir le nom de rajouter un bloc. Donc il y a plein de mécanismes qui font que on est sûr de l'ordonnancement des événements. Donc l'idée en fait qu'on a eue chez Wallet, c'était de se baser sur cette espèce de grosse horloge cryptographique pour mettre tout le monde d'accord sur la vérité d'événements et pas forcément des événements monétaires. Donc nous aujourd'hui, les données, enfin c'est même pas des données puisqu'on reçoit même pas les données des clients, on sait même pas ce qui sécurise en fait par notre système. Ils envoient des hashes, des condensats numériques des données. En fait, nous on va construire un lien entre CH et des blocs, en fait. Et c'est la hauteur de bloc qui fera foi, en fait. Alors, avant d'expliquer comment ça fonctionne, il faut voir comment le monde de la confiance numérique fonctionnait avant. En fait, comme dans le monde monétaire, la confiance numérique, elle est encore aujourd'hui grandement centralisée.
Si on prend le cas du timestamping, comment ça marche normalement? C'est qu'on a un tiers qui est souvent certifié, audité. D'ailleurs, audité à un instant T, mais ça ne garantit pas qu'à l'instant T plus 1, il est toujours honnête. Mais donc lui, il va être autorisé à être source de temps. Et donc, il va recevoir un hash comme nous. Et puis, il va le signer avec sa clé, qui elle-même lui a été donnée par un autre tiers de confiance. Et puis, il va attester, lui, que par rapport à son horloge à lui, il a bien reçu telle donnée à telle date. Et donc, il va émettre un jeton d'horodatage. Et donc, toute la confiance repose sur lui. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de tiers de confiance. Donc nous, en fait, on est aussi un tiers de confiance, mais un tiers de confiance un peu différent parce qu'on va déléguer une grande partie de la confiance au protocole Bitcoin. En gros, la seule confiance que nos clients doivent avoir envers nous, c'est est-ce qu'on va construire ce lien entre le hash qui nous envoie, l'empreinte, et la blockchain Bitcoin. Donc ça, on a commencé par faire uniquement du timestamping. Et donc on a eu plein de cas d'usage qui étaient les mêmes que dans le monde des tiers de confiance classiques. Par exemple, on a beaucoup eu la preuve d'antériorité pour tout ce qui est propriété intellectuelle. Ça, c'était un des premiers cas d'usage. Donc en gros, on a la preuve non seulement que telle donnée existait à telle date, mais avec le hash et le fait qu'on puisse le recomparer a posteriori, aussi la preuve d'intégrité de la donnée. Elle n'a pas changé depuis cette date. Et comme on va construire un lien entre un bloc, une hauteur de bloc, parce que l'horloge Bitcoin, elle se compte en blocs, elle ne se compte pas en secondes. Voilà. On sait qu'un bloc, c'est 10 minutes, mais l'unité de temps sur Bitcoin, c'est le bloc. Ah ben, du coup, on a une preuve d'existence que cette donnée existe. Mais comment on fait ça de façon scalable? Alors, au tout début, on faisait une transaction Bitcoin à chaque fois qu'on recevait un hash. Enfin, nous, on ne l'a jamais fait. Mais les premiers, on va dire, proof of concept, il y a très longtemps, je me souviens de, c'était quoi, Eternity Wall, où en gros, on pouvait envoyer n'importe quelle donnée, et puis on postait une transaction dans Bitcoin, et on mettait la donnée dans le hop return, qui est très limité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour scaler? En fait, nous, on est capable, avec une seule transaction, de potentiellement faire des millions de preuves d'existence sur une seule transaction, parce qu'on va construire des Merkle trees sur le Merkle tree de Bitcoin. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des Merkle trees, mais j'ai vu que vous avez fait des roll-up et des zero knowledge proof juste avant, donc vous connaissez sûrement les Merkle trees. Mais en gros, c'est une façon de représenter un ensemble de données condensées dans une seule, enfin souvent la racine d'un arbre binaire de hash. Donc en gros, on va recevoir tous les hash pendant un laps de temps prédéfini. En ce moment, chez nous, c'est un laps de temps de 5 à 6 heures, donc 4 fois par jour. Et on va construire de façon itérative notre arbre de Merkle. Comme ça, voilà, un arbre de Merkle, on ne le construit que d'une seule façon. Donc après, on peut vérifier l'appartenance d'une feuille dans cet arbre. Et puis, quand on a fini, au bout de 5 heures, on va poster la racine qui est tout en haut de l'arbre, ou tout en bas, en fonction de où on regarde, dans une transaction Bitcoin. Il faut savoir que déjà, dans Bitcoin, on a des Merkle trees. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à scaler et qu'on n'a pas du tout de limite potentielle de volume. Donc, nous, aujourd'hui, sur notre plateforme, on est capable de gérer des millions, voire des dizaines de millions par jour de hash. Mais théoriquement, il n'y a pas vraiment de limite. Notre limite, elle est plus sur le cloud qu'on utilise, les ressources qu'on utilise. Mais voilà, on peut faire des arbres de puissance 256 si on veut. Donc ça, on a commencé à faire ça rapidement les premières années. Et puis, on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier que les tiers de confiance. Et du coup, il y avait l'aspect aussi provenance de la donnée. Alors, l'aspect provenance de la donnée, c'est différent. C'est-à-dire qu'on sait que telle donnée existe, mais on ne sait pas qui l'a produite ou à qui elle appartient. Et c'est là qu'intervient un autre élément de cryptographie, en plus des Merkle trees, qui est la signature, en fait, tout simplement. Et chez nous, on a utilisé les mêmes schemes de signature que dans Bitcoin. C'est-à-dire que la signature est off-chain,
Mais on a des outils qui permettent de signer un hash, de lui associer une identité. Alors ça, c'est la partie un peu tricky, l'identité, mais c'est une partie... enfin, l'identité, c'est un vrai sujet dans le monde crypto et même ailleurs. Et donc, on a des mécanismes qui permettent aux clients, donc nous, c'est des entreprises, donc souvent des personnes morales, d'avoir leur clé ou leur registre de clés personnel. On leur donne aussi un moyen de prouver la possession de la clé, donc en fait un moyen assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on peut demander par exemple de signer un challenge aléatoire et prouver qu'ils ont la clé privée correspondante. Et après, pour lier à l'identité, et ça c'est la partie compliquée, comment on sait que c'est l'entreprise Acme qui possède cette clé, on va se reposer paradoxalement sur un tiers de confiance. Et le tiers de confiance, pour nous, pour l'identité, c'est indispensable. Parce que moi, je pense que l'identité, c'est un concept qui est totalement centralisé par définition. Typiquement, l'état civil, quand on est, on a un nom, un prénom que donnent ses parents, et c'est inscrit dans le registre de la commune dans laquelle on est né. L'identité d'une entreprise, c'est à la chambre de commerce quand on va créer une boîte. Donc tout ça, dans la société dans laquelle on vit, même s'il y a pas mal de gens qui veulent un peu changer tout ça, la définition même de l'identité, elle est, on va dire, donnée par quelqu'un qui tient un registre. Donc nous, on va se plugger sur des systèmes existants. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à nos clients d'aller chercher une autre source de vérification, un autre KYC, un autre KYB. Et on va se baser sur le domaine DNS. Donc en gros, une personne qui a un domaine DNS, pour avoir un domaine DNS, un .fr par exemple, il y a une sorte de KYB qui est fait. Alors il est plus ou moins léger en fonction des, en fonction des niveaux de certificats qu'on veut. Mais en gros, si on a acme.com, on est Acme. Parce que l'entreprise qui a donné le certificat de acme.com est censée avoir vérifié que vous êtes Acme. Donc en fait, on va réutiliser ce KYB qui a déjà été fait pour le plugger à notre système d'identité. Et du coup, quand on va signer un hash, derrière, on va pouvoir être sûr que c'est la société Acme. Donc on a rajouté ça un peu après pour faire ce qu'on appelle dans le monde de la confiance numérique de la certification ou du cachet serveur en fait. Mais c'est un cachet serveur un peu de nouvelle génération quand même. Dans le monde classique, il faut qu'on ait des certificats, qu'on les renouvelle, etc. Là, on a juste besoin d'avoir son serveur de clé et on le plug à son DNS et on a fini. Alors après ça, on a eu la signature électronique. Alors la signature électronique, c'est exactement la même chose, mais pour les personnes physiques. Comment on fait pour prouver qu'on a signé un document? Alors il y a des sociétés très connues, DocuSign, YouSign en France, qui font ça. Et là, on a aussi besoin de preuve d'identité. Et la preuve d'identité, c'est quoi? C'est souvent la preuve qu'on détient un email, la preuve qu'on détient un numéro de téléphone. Voilà, en gros, souvent, enfin, pour les signatures un peu avancées, on vous demande le passeport, etc. Et donc, on a plugué notre système qui descend jusqu'à Bitcoin sur la preuve d'email, de téléphone. Donc, on fait un deuxième facteur SMS, etc. Et au final, on s'est retrouvé, il y a 2-3 ans, avec toute la stack fonctionnelle qu'avaient tous les autres tiers de confiance. Sauf qu'on le faisait différemment. On le faisait sur Bitcoin. Ici, ne sert que pour la preuve finale et qui est la preuve de temps. Encore une fois, une signature cryptographique qui se fait off-chain, on le fait avec des clés Bitcoin, mais on aurait pu le faire avec, je sais pas moi, n'importe quel autre système de signature. En fait, la preuve finale, c'est la preuve finale, c'est les événements dans le temps. Donc quand on fait une signature d'un contrat et qu'on utilise Bitcoin, la signature a bien eu lieu à tel moment. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on a un peu évolué vers
de stamping vers la stack complète de confiance numérique, donc cachet serveur, horodatage et signature électronique. On s'attaque globalement au marché de la confiance. Et on arrive aujourd'hui à aller sur exactement les mêmes use cases qu'un DocuSign, qu'un YouSign. Et quand on vend cette technologie aux clients, limite le fait qu'on utilise Bitcoin est secondaire en fait. C'est un avantage un peu compétitif qu'on a, qui fait qu'on va minimiser la confiance et qu'on va pouvoir fournir des preuves qui sont plus universelles, qui enlèvent la dépendance tiers. Et du coup, on adresse... on a dit ça, nous c'est ce qu'on fait. Il y a une réflexion à avoir sur... qui a un peu à voir avec le maximalisme en fait, c'est est-ce qu'on peut utiliser Bitcoin comme source ultime de vérité? Alors, il le fait déjà pour l'argent. Il y a plein de débats en ce moment sur justement, Alexandre a parlé envoyer des Satoshi avec Bitcoin. On parle de tarot ou de RGB. Est-ce qu'on met des NFT de JPEG sur Bitcoin? Moi, je pense, ma vision du maximalisme Bitcoin, c'est qu'on a, avec le Proof of Work, vraiment la vraie neutralité du consensus de Nakamoto. On sait, pas tout le monde sait, mais que c'est un des meilleurs systèmes de réconciliation, le meilleur système de réconciliation, notamment au niveau du temps, qu'on ait aujourd'hui en informatique. On parle beaucoup d'autres modes de consensus, le proof of stake, mais on n'a pas exactement les mêmes garanties. Donc on peut imaginer qu'on a cette horloge globale qui a l'avantage d'être universelle en fait, qui n'est pas liée uniquement terrienne, elle est aussi martienne, elle est aussi d'une autre galaxie. On peut synchroniser des nodes à des années-lumière potentiellement. Enfin, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est possible. Donc on peut utiliser cette source en fait, ce tic de toutes les 10 minutes, pour réconcilier tout le monde sur, en tout cas, la vérité numérique. Donc ça peut servir, comme nous on le fait sur les données, on va juste certifier des données, prouver que c'est bien telle donnée qui provient de la bonne personne à telle date. On peut certifier l'exécution de smart contracts avec des preuves d'exécution. C'est un peu comme des zero knowledge proof, tout ça c'est pareil. Et si on compare par exemple avec l'évolution, je vais parler un peu d'Ethereum, à la base Ethereum voulait mettre la complexité sur le L1 avec la blockchain qui ne fait pas que timestamper, enregistre, mais est capable aussi d'exécuter. Et on se rend compte que même si l'idée est sexy, c'est coûteux, c'est difficile à scaler. Et aujourd'hui, toutes les solutions de scaling d'Ethereum arrivent de settlement de time chain en fait. Donc en fait, plus neutre pour en fait baser tous les use cases possibles et inimaginables au-dessus, en sachant qu'on peut scaler justement avec des Merkle trees, avec le nouveau mode de tree là, qui est sorti dans Tarot là, qui permet de faire de la preuve de non-existence. En fait, voilà. Donc, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a voulu faire trop de choses, en fait, donner trop de responsabilités à la chaîne, autre que celle de tenir un registre. Donc même dans Bitcoin aujourd'hui, on voit des débats. Donc voilà, moi ma vision, c'est du futur, c'est que n'importe quelle, si on revient sur le sujet des données, n'importe quelle donnée numérique, évidemment, qu'on aura dans la main dans le futur, si par défaut, elle n'est pas liée par définition. Donc c'est pas forcément. Donc c'est pas sur des cas d'usage on travaille sur des cas d'usage de conformité, hein. La conformité. On a fait les choses en temps et en heure. Qu'on a fait les choses en temps et en heure, apporter des process. Donc voilà, aujourd'hui ma vision, c'est que on rassemble
le plus possible de preuves sur cette fameuse time chain et qu'on ait ce système universel international, parce qu'on est limite au-dessus des lois pour réguler en fait la façon dont notre économie fonctionne. Et j'ai aussi un adage qui dit que je ne pense pas que c'est réguler Bitcoin, mais c'est que c'est Bitcoin qui doit réguler les États. Et je dis ça parce que Bitcoin, il est froid, il est mathématique, et qu'on sait que tous les systèmes de règles humains, ils sont tout le temps, ils sont corruptibles. Et Bitcoin ne l'est pas. Donc je crois vraiment à cette vision de Bitcoin comme un gros notaire mondial qui met tout le monde d'accord, y compris sur des cas d'usage de données. Donc voilà, j'ai fini. Merci Gilles. Merci. Là, c'est une discussion qui peut être assez libre avec ce que nous a livré Gilles. On peut parler de tout. Ouais. Pas de questions. Plus hardware dans la salle alors. Tu veux poser une question ? Non, pas de questions. Ah. Bonjour. Allô ? Oui, c'est bon. J'ai une question. Vous partez d'une hypothèse que Bitcoin est la couche universelle de temps. Que se passe-t-il si jamais il y a un fork à l'avenir ? On ne sait jamais, il peut arriver à avoir un fork parce que dans le passé, il y en a bien eu un. Et dans l'avenir, comment vous gérez ça ? Vous prenez quelle chaîne pour... Un fork, il y a des forks assez souvent en fait. Bitcoin a des mécanismes naturels pour réconcilier en fait le chain type comme on l'appelle. Nous par exemple on est sur des cas d'usage où la preuve de temps on en aura besoin dans le futur. On n'en a pas besoin immédiatement. Quand on signe un contrat, un litige, c'est rare qu'il arrive le lendemain. Voilà. Donc je pense que le temps où on aura besoin de cette chaîne pour réconcilier tout le monde, la chaîne, enfin le split dont on parle, alors je ne sais pas si vous parlez de fork ou de split, parce que c'est pas exactement la même chose. Si vous parlez de Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin whatever, c'est pas exactement la même chose. Mais en 13 ans, 14 ans d'existence, s'il y a bien un truc qui ne change pas, c'est que Bitcoin produit un bloc toutes les 10 minutes, à peu près. C'est probabiliste, mais au final, tous les 2016 blocs, on remonte un peu l'horloge pour que ça fasse à peu près 10 minutes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur le passé pour prédire l'avenir, mais on sait qu'il y a des mécanismes dans Bitcoin qui font que on a quand même une grande assurance, beaucoup plus que sur d'autres protocoles d'ailleurs, beaucoup plus que sur les banques centrales diverses et variées, qu'on aura toujours un bloc toutes les 10 minutes et qu'on pourra du coup y inscrire des choses et y vérifier des choses a posteriori. Mais effectivement, si on a besoin d'une preuve immédiate, c'est pas exactement le même use case. Voilà. Une autre question ? Oui, alors, au risque de montrer que je n'ai pas compris grand-chose, mais je vais quand même poser une question un petit peu technique. Vous expliquez que vous mettez un grand nombre de preuves de temps, potentiellement des millions, dans une seule transaction par le biais d'un arbre de Merkle dont vous mettez seulement la racine dans une transaction. Mais du coup, tout le reste des données, sauf à ce que j'ai mal compris, il y a quand même bien un grand bloc de données qui n'est pas dans la transaction. Ou est-ce que vous le rendez disponible à vos clients pour qu'ils soient quand même indépendamment de vous, pour qu'ils puissent y accéder, y compris si vous n'êtes pas disponible? Alors, j'ai pas effectivement tout expliqué là-dedans, mais en fait, ce que nos clients achètent, c'est les preuves. Et c'est quoi la preuve ? C'est le lien entre ce qu'il y a dans la blockchain Bitcoin et leur hash à eux. Et comment ça se matérialise, en fait, si on a un arbre binaire comme ça avec une racine, c'est la branche particulière qui correspond à leurs données à eux. Donc, dans le meilleur des cas, même si tout le monde ne fait pas ça, quand on fait une preuve avec nous, une fois qu'elle est prête, on la récupère. Parce que si on la récupère, parce qu'on a la branche dans l'arbre de Merkle
le lien entre notre donnée et ce qu'il y a dans Bitcoin. Et donc on peut vérifier si on a de l'identité, si on a encore une façon de prouver la possession de la clé privée correspondant à la clé publique utilisée, on est totalement indépendant. Donc on revient sur de l'autosouveraineté totale une fois que nous on a fait le boulot de faire le pont en fait entre la blockchain Bitcoin, la time chain Bitcoin et les données des clients et les données de confiance, tiers de confiance de la véracité de la donnée. Pardon, qui est en fait, parce que même si on a un gros arbre de données, elle est toute petite en fait. Elle est même si on a un arbre à 10 étages de puissance 10, quoi, ce qui est déjà énorme, ah ben on aura 10 lignes. On aura 10 indépendamment, sans aucun intermédiaire. Donc ça change pas mal de choses. Voilà. Une autre question quelque part? Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Moi, j'avais un petit commentaire, Gilles, juste pour par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que finalement, Ethereum se rapproche de plus en plus de la vision qu'on avait de Bitcoin il y a 4-5 ans, notamment au moment où on parlait un peu des time chains, des sidechains, des sidechains, des drive chains, de la logique d'avoir reconstruit son architecture autour de ça, avec comment dire, plein de dApps et de, j'ai envie de dire, ça c'est pour aller dans ton sens et te flatter. Est-ce que Ethereum n'aurait pas un proof of merdouille en quelque sorte? Le fait d'avoir énormément de trucs dessus Je pense que c'est beaucoup de temps perdu. Énormément de temps perdu, même s'il y a plein de gens qui sont enrichis. Mais moi, je me souviens de discussions entre Vitalik et Greg Maxwell qui expliquaient exactement ça, en fait. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus rigolo de faire des smart contracts sur Ethereum, mais si c'est pas scalable, en tout cas en restant décentralisé, on voit que même en étant plus beaucoup décentralisé, ça scale toujours pas. C'est une perte de temps, même s'il y a pas mal de gens qui sont enrichis dans le process. Donc, pour moi, il y a le fameux trilemme, quoi. Tu peux pas tout avoir. Et si on parle vraiment de smart contract, Turing complete, moi, ma vision, ça a toujours été que exécuter quelque chose, surtout quelque chose de complexe. Quand ton contrat est pas complexe, il est un peu nul, quoi. Tu vois, enfin, tu peux pas faire grand chose. Donc, si tu veux faire des trucs complexes, soit tu fais un énorme truc Solidity qui coûte 4000 € de gaz, mais bon voilà, personne l'utilise. Pour moi, la solution, c'est que tu l'exécutes de façon centralisée, mais par contre, tu prouves l'exécution avec de la cryptographie sur un L1. Donc c'est bien que les gens expérimentent plein de trucs, mais au final, tout ça, c'était prévisible en fait, et prévu déjà. Il y a pas mal de gens qui l'ont dit, et ma vision... Et mais c'était obligé en fait. C'est juste que c'est une histoire de temps, frère. Voilà. Oui. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est pas vraiment une question technique. C'est plus, on va dire, d'ordre, je sais pas. Philosophique. Voilà, c'est ça. Ouais. Souvent, je me brosse les chicots et je réfléchis à comment je vais faire pour dilapider mes biens entre toute ma famille si je passe sous un bus. Ouais. Et tu as fini ton talk en parlant de est-ce que Bitcoin sera le futur notaire? Comment on fait pour dépasser ça? C'est-à-dire, je mets mon testament dans un, entre guillemets, excusez-moi, smart contract, je le passe aux membres de ma famille et l'État, à un moment donné, ou le notaire ou l'huissier, il va venir, il va dire non, c'est pas valable. Parce que j'ai pas mis... Ça me fait penser à cette scène des trois frères. Oui, où ils veulent récupérer... Pro rata temporis. Exactement. Voilà, c'est ma question. C'est pas vraiment une question, c'est plus une... Mais en fait, dans Bitcoin, notamment avec les évolutions qui vont à leur vitesse, hein, sur la taproot, là, tout ce qu'on peut faire de sympa, mini-script et tout ça, potentiellement, on peut se débrouiller tout seul pour déployer un notaire automatisé, quoi. Si
des conditions de dépense, par exemple, avec des oracles qui peuvent être divers et variés, choisis. Enfin, c'est déjà possible aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu un truc que Ledger a sorti récemment pour justement déployer avec son anneau, faire du mini-script sur Bitcoin. Donc, on a déjà tous les outils pour faire ce genre de choses automatisées sans tiers. Bon, évidemment, c'est pas encore donné à tout le monde, il n'y a pas encore d'expérience utilisateur, mais au final, c'est la time chain qui va décider que après 50 000 blocs, l'argent il sera débloqué pour vos petits-enfants. Ça, c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Après, il n'y a pas grand monde qui le fait pour l'instant. Mais je pense que ça va arriver. Bon, ben, merci encore à tous. Je suis désolé, je vais devoir passer la main et le micro à Pierre. Merci Gilles. Je pense qu'on peut encore l'applaudir pour cette belle conf.